Attention, cette vidéo contient des porcs. Et un peu de spoil. Dans cette course au mazout, suivant la folie d'une âme vacante, poursuivant son fardeau sa route, sur le sable ou la route ardente. Mad Max est un film australien sorti en 1979 en Australie mais arrive en France seulement en mai 82. Réalisé par George Miller qui participera à l'écriture des 4 Mad Max. Ayant bénéficié d'un budget de 400 000 $ australiens représentant environ 450 000 $ américains de l'époque. Étant sorti à des dates différentes autour du globe, il est difficile de comparer précisément avec d'autres films. On retrouve au casting dans le rôle de Max Mel Gibson qui a commencé avec ce rôle, que l'on reverra plus tard dans L'Arme Fatale ou encore dans Signe. On y voit aussi le regretté Hugh Kingsburn, enfin vous lisez son nom comme vous voulez, moi j'arrive pas à le prononcer, qui n'a pas fait beaucoup de rôles, mais on peut lui attitrer le fait d'avoir joué 2 méchants dans cette saga. La plupart des autres personnages sont joués par de petits acteurs qui n'ont pas fait grand chose d'autre. Mad Max 2 Le Défi est un film australien sorti en 1981 en Australie et arrive en France en 1982. Réalisé par George Miller, il a bénéficié d'un budget de 4 millions de $ australiens, ce qui représente 4,6 millions de $ américains, toujours d'époque. Encore une fois, les films ne sont pas sortis la même année, donc toujours impossible de faire une véritable comparaison. Toujours avec Mel Gibson, il est rejoint par Bruce Spence, que l'on verra aussi dans le 3e film. Il a joué dans pas mal d'œuvres. Par exemple, Le Seigneur des Anneaux 3, Star Wars 3, Narnia 3. On y voit aussi Vernon Wells, qui interprète Samael dans la saga de jeux vidéo Darksiders, et il affronte même Schwarzenegger dans le film Commando. Mad Max Au-delà du dôme du tonnerre est un film australo-américain sorti en été 1985, réalisé par George Miller et George Ogilvy. Ayant bénéficié d'un budget d'entre 10 et 12 millions de $ australiens, soit environ 7,5 millions de $ américains, encore d'époque. Sorti la même année que Commando, Rambo 2, Rocky IV, Retour vers le futur, Dune et Les Goonies, autrement dit une plutôt bonne année pour le cinéma. Rejoint le casting cette fois-ci Tina Turner, que je ne pense pas devoir présenter. Il y a aussi Frank String, qui a joué dans Ben-Hur, ainsi qu'Angelo Rossito, qui est une filmographie pleine de films d'époque. Mad Max Fury Road est un film australien sorti en mai 2015, réalisé par George Miller. Il a bénéficié d'un budget de 150 millions de $ américains, ce qui équivaut à 200 millions de $ australiens. Sorti la même année que Fast and Furious 7, Avengers 2 ou encore Jurassic World. Mel Gibson est cette fois-ci remplacé par Tom Hardy, acteur fétiche de Christopher Nolan. On a pu le voir dans Dunkerque, dans Inception ou encore dans la saga The Dark Knight. Il est aussi apparu dans Venom ou encore Peaky Blinders. On voit à ses côtés Charlize Theron, aperçue dans la saga Fast and Furious, dans Prometheus ou encore récemment dans The Old Guard. Il y a avec eux le jeune Nicolas Hoult, qui interprète le Fauve dans le renouveau des X-Men, Tolkien dans le biopic du même nom, et aussi récemment dans Le Menu. On voit à leur côté Rosie Huntington-Whiteley Statham, qu'on a pu apercevoir dans Transformers 3. On aperçoit aussi Zoe Kravitz, qu'on a pu voir récemment dans The Batman. On y aperçoit aussi Riley Coff, Abby Lee Kershaw ou encore Nathan Jones. On commence ce premier film avec un pervers. Toi, les flics vont t'arrêter. Merde, ça en est un. Un motard un peu glouton, le gorille, se joint à la poursuite. Donne-moi ça. Le petit pervers est vraiment un malade mental. T'es malade, on peut pas repartir avec ça? Mais si on va repartir, et puis tout de suite. Tout le monde se crache et l'aigle de la route se carapate. On nous présente enfin Max, au volant de sa superbe Ford Falcon modifiée. Qui porte ses grosses burnasses et qui fait un face-à-face avec l'autre voiture. Après quelques pites dans le fion, la voiture volée finit explosée contre des barils au milieu de la route. Ah mais me demandez pas, hein, je sais pas ce que ça fout là ça. Petite présentation de la famille de Max. Mais ne vous y attachez pas, hein. Ils vont finir crevés d'ici la fin du film. Quoi, comme beaucoup de jeunes, j'ai vu Fury Road avant les autres films, j'ai donc naturellement été spoil. Ah bah bravo Tom Holland, tu tiens à ce qu'on supprime de ta fiche de paix? Non, désolé.
Penderos. On se retrouve avec le gorille et un mécanicien qui nous présente la Ford Falcon GT modifiée. C'est Last Interceptor que l'on verra dans toute la saga. C'est le dernier des nouvelles. Les copains de l'Aigle débarquent en ville pour le venger et tuer Max. Non mais je suis comme vous, hein. J'essaie de comprendre ce qui se passe, mais je comprends pas. Ce mec a un sacré coup de sifflet. Oh Hitchcock, dégage de là! Donc les tarés à moto traumatisent des gens pour attirer l'attention de Max. Une fois sur place, il retrouve la nana à moitié à poil et tétanisée. Police. Et tout est fini, soyez tranquille. Je crois qu'ils sont dans la cour. Apparemment, ils ont des Daleks dans leurs unités, mais celui-là doit être cassé, il y a peut-être trop d'humains aux alentours. Vu que personne ne porte plainte, ils doivent relâcher le fiefé gredin, la churbidée, le sombretron, le... qu'avait été laissé sur place. C'est mon prisonnier et il franchira pas cette porte. Laissez-le sortir. Et lâche-la. Non, nom de Dieu. J'arrive pas à savoir si sa réaction est totalement réaliste ou totalement surjouée. Alors que sa moto a été trafiquée durant la nuit, le gorille a un accident. Il arrive à trouver de l'aide, mais se fait attaquer par ses déplumés d'aigle. Ils font exploser son véhicule avec lui à l'intérieur. Ce gars est un surhomme. En 3 jours, il a eu 3 accidents et il est toujours en vie. J'aimerais bien voir sa constitution. Il peut rien t'arriver quand tu roules avec la famille. Après une petite crise existentielle, Max pose sa démission, que son chef refuse. Il part donc se changer d'air avec sa famille. Alors qu'ils continuent leur voyage, la femme de Max se fait attaquer par les motards. Il trouve refuge dans une ferme. Alors qu'elle traverse un bois pour rejoindre une plage, on se rend compte que les motards continuent de la suivre. Ils l'attaquent, mais elle parvient à s'échapper. Une fois de retour dans la ferme, Max part à leur poursuite. Sa femme se souvient qu'elle a un enfant et part à sa recherche. Elle le retrouve entre les bras des motards. La vieille propriétaire de la ferme intervient et sauve la femme et l'enfant, qui partent avec la voiture. Celle-ci tombe en panne plus loin sur la route. Elle en sort et part en courant. Les motards les rattrapent et les fauchent. De colère, Max enfile son uniforme et prend l'Interceptor.
pour retrouver et faire payer les aigles. Il n'est plus question de justice martiale, mais bel et bien de la loi du plus fort. Lors d'un interrogatoire musclé, on apprend enfin le nom du méchant, le chirurgien. Ah non, j'ai vraiment pas de vanne à faire là-dessus. Max porte de nouveau ses Melburnas gibsoniennes face aux motos et les envoie valser dans la rivière. Alors que la course-poursuite continue, Max doit faire face au dernier motard. Après en avoir tué un et fait fuir le second, il ne reste plus que le grand désemplumé. Il reprend donc le volant pour le rattraper. Le chirurgien finit donc tout naturellement par faire un gros câlin à Optimus Prime. Passé sous les roues, et hop, un Max et ça repart. Il retrouve le fuyard et lui fait payer ce qu'ils ont fait au gorille. Le film se termine sans vraiment nous dire ce qui est arrivé aux autres. Pour commencer ce deuxième opus, petit résumé du précédent et beaucoup d'expositions. On est enfin certain que Max a perdu sa femme et son fils dans le précédent film. Toujours volant de l'Interceptor, notre héros est poursuivi par une moto, une voiture et un buggy. Naturellement, il gagne, récupère un peu de carburant et repart. En poursuivant sa route, Max trouve une pin-up. Bah non, un hélico. Non, une pin-up. Ah ouais. Par contre, ça c'est pas le bruit que fait un serpent normalement. Hein. Max fait la rencontre du faux serpent qui lui indique où il peut trouver de l'essence. Du super, de l'antivers, du gasoil, des cuves entières, autant que tu en veux. Après avoir observé une station de pompage fortifiée toute la nuit, on assiste à l'horreur de l'homme, avec un petit H. Une fois à l'intérieur de la forteresse, Humungus le méchant vient passer un marché de survie, ce que la communauté n'acceptera pas. Max leur propose donc son aide. Il attend donc la nuit pour partir avec de l'essence, récupérer le camion croisé plus tôt. De retour à la pin-up, il décide de finir la route en volant. Une fois le plein du camion fait, il retourne à la forteresse. Sur le chemin retour, il se fait attaquer par Cumulonimbus et ses chiens de guerre. La communauté décide donc de partir durant la nuit. Max est le premier à partir. Il est rapidement rattrapé par les chiens de guerre. Et la voiture finit dans le décor et explose. Il est secouru par le fou au serpent. Max va donc aider la communauté à s'échapper en conduisant le camion citerne. La forteresse explose peu de temps après leur départ. S'ensuit une course-poursuite plutôt rapide et furieuse, finissant où le méchant fait un câlin à Mac. Comme dans le précédent. Non, là c'est pas Optimus. Et la citerne était pleine de sable. Le jus, le précieux carburant, était caché dans chaque véhicule. Commençons ce troisième opus sur la puissante voix de Tina Turner. Sur un petit travelling en avant. Vraiment petit. Très petit. Tout petit travelling. Le fou serpent, enfin le même acteur, renverse le conducteur d'une sorte de charrette tirée par des dromadaires
avant de la voler. Le conducteur n'est autre que Max, qui doit poursuivre la route à pied, dans le désert. Mais vraiment à pied. Il finit par arriver sur un marché, Bartertown apparemment, où il troque ses services pour 24 heures afin de récupérer ses affaires. Bartertown, la ville du troc, aide à bâtir un futur meilleur. Qu'est-ce que tu vends? Je recherche un homme. T'as de la marchandise? Il conduisait un attelage de char. Tu es si beau. Je t'écoute. 24 heures de temps. On est accueilli dans l'antre de l'entité par du saxophone. De l'eau? Un fruit? Après une petite démonstration de force et de talent de la part de Max, qui se retrouve à travailler pour un nain dyslexique, juché sur les épaules d'un géant, dans une usine à porc. Après avoir découvert la faiblesse du géant, Max accepte le marché. Il va donc se retrouver à l'affronter sous le dôme du tonnerre. Chacun ses règles, nous on peut pas appeler un cochon Napoléon, mais eux n'ont d'intérêt que pour leurs étrons. C'est le briseur d'hommes, la mort faite lutteur. Il est célèbre, il est aimé, c'est Bombe. Son challenger, tout droit venu de terre morte. Il est cruel, il est superbe et possédé. C'est l'homme qui n'a pas de nom. Attaché à des balançoires, le combat commence. Max se munit d'une tronçonneuse qui ne démarre pas. Ah si. Ah bah non. Il coupe la balançoire et se munit de son arme secrète et vainc le géant. En voyant son visage, Max refuse de le tuer. Le nain entre dans le dôme. Suivant leur loi, Max doit lancer une roue des châtiments. La sentence est tombée et Max est envoyé au goulag. C'est-à-dire attaché sur le dos d'un cheval, lancé à toute allure dans le désert. La monture finit par s'effondrer de fatigue et est avalée dans un sable mouvant. Un singe vient à la rescousse de Max, qui reprend la route vers Bartertown. Il s'effondre de fatigue et est secouru par une tribu d'enfants. Sauvage et seul. Surtout très seul. Ces enfants vouent un culte à Walker, un pilote d'avion qui sauva plusieurs enfants de l'apocalypse nucléaire. Le lendemain matin, un groupe d'enfants part dans le désert. Max essaie de les rattraper et il est accompagné d'autres enfants. Ils se retrouvent coincés dans les sables mouvants près de Bartertown. Ils s'y infiltrent et finissent dans l'usine. C'est lui, capitaine, c'est le petit homme. Qui? Il est minuscule, ouais. Bah elle fonctionne cette tronçonneuse au final. Il s'échappe de l'usine via une vieille ligne de chemin de fer.
C'est l'anarchie. L'entité envoie tout le monde à leur poursuite. Bon, ok, c'est pas la chose la plus drôle que j'ai vue, mais au moins ça a tenté. Dans leur fuite, ils se retrouvent chez le pilote d'avion du début du film. Ils embarquent et tentent de décoller. Afin de leur faire gagner du temps, Max récupère un véhicule leur poursuivant afin de les distraire. Permettant ainsi à l'avion de décoller. Impressionné par Max, l'entité décide de le laisser en vie. À bord de l'avion, les enfants survolent une ville dévastée. Il s'agit de Sydney. Au commencement de ce 4e opus, Max est tenté par les fantômes de son passé. Qui se vrille un passage dans la matière noire de mon cerveau. Il a de nouveau son interceptor. Il se fait capturer par des mecs blancs et tente de s'échapper en vain. On poursuit avec un gros plan sur la nuque d'une femme, marquée au fer. Elle monte au volant d'un camion-citerne, accompagnée de Warboys, les mecs en blanc. Ensuite, on voit un gros mec s'habiller en plastique. Bah, je te croyais sous le héros d'Optimus, toi. Il s'appelle Immortan Joe, et il est à la tête d'une armée qui garde les seuls accès à l'eau. Et se considère comme un prophète, un messie, un sauveur. Le porte-guerre, conduit par l'impérator Furiosa, part pour Petroville. Sur le chemin, elle change de direction et part vers l'est. Chef, on va pas à Pétroville? On va pas au moulin à balles? On va vers l'est. Immortan Joe le remarque et part en courant vers un coffre. Il s'agit d'une prison, où sont enfermées ses possessions, des femmes qui lui servent de pondeuses. Il lance toute son armée à la poursuite du convoi. On fait maintenant la connaissance de Nux, un Warboy, et de son lancier, qui s'est pris pour le Joker. Il se passe quoi? Slit, y a quoi dehors? Dans toutes mes actions, je l'honorerai. V8. Sur la route, le convoi se fait attaquer par des vautours. L'armée arrive et les aide à s'en débarrasser. En fait, les Warboys, ils ont toute une religion.
Le combat se poursuit jusqu'à une tempête. Le porte-guerre s'y engouffre. Nux et un autre véhicule, qui était plus léger que le camion, se font retourner par les puissants vents. Une fois la tempête passée, Max, qui est toujours en vie, tente de se libérer de Nux. N'y arrivant pas, il rejoint le porte-guerre, qui est non loin de là, en portant Nux sur ses épaules. Une fois arrivé, il prend en joue Furiosa et les pondeuses, boit un coup d'eau, et combat l'Imperator. Après avoir gagné, Nux défait les liens de Max, qui récupère une partie des affaires et part avec le porte-guerre. Ça prend un peu plus que ça, tu sais. Celui-ci, qui possède un coupe-circuit, s'arrête un peu plus loin. Furiosa et les filles négocient donc pour monter à bord. Ils poursuivent leur route tous ensemble, toujours poursuivis par les soldats de Immortan Joe. Nux se hisse sur le porte-guerre juste avant qu'ils ne repartent. Tu l'as trahi, pourriture! Pas de meurtre sans raison. C'est lui qui a voulu me tuer. D'accord. Le porte-guerre entre dans des gorges. Nux se fait attraper et jeté par-dessus bord. Trempez des sangles. Tu le balances. Ils doivent désormais s'arrêter au milieu des gorges, afin que Furiosa puisse respecter un marché qu'elle a passé. Arrivent derrière eux Immortan et deux autres convois, qui les obligent à fuir. La poursuite continue jusqu'à ce qu'Immortan soit à portée de tir. L'une des filles s'interpose et finit par tomber et passer sous les roues, ce qui permet à nos amis de fuir. Nux avait été lancé sur le convoi pendant la course-poursuite. Sur le reste du chemin, l'une des pondeuses, la rousse, fait la connaissance de Nux. Qu'est-ce que tu fais là? Bloqué en pleine mer de sel, un chef de guerre d'Immortan Joe part à l'assaut du porte-guerre. Faudrait pas toucher les épouses. Juste pour les faire réagir. Je suis la balance de la justice. J'orchestre la partition de la mort. Et mes frères chantent... Mais nos amis parviennent tout de même à avancer. Ils arrivent enfin à la terre promise. Remarquant que plus rien ne subsiste, ils partent à travers un désert de sel, laissant Max derrière eux. Le lendemain matin, il les rattrape et leur propose de faire demi-tour afin de prendre la citadelle. Ils se font bien entendu attaquer sur le chemin, qui ne sera pas sans perte, jusqu'à la mort de Immortan de la main de Furiosa.
ils arrivent à la citadelle. Montant dans les hauteurs pour en prendre le contrôle, Max disparaît dans la foule. Et bah elle était très bien cette saga de Hokuto no Ken. Dommage qu'il n'y ait pas les arts martiaux et Rao. Non, plus sérieusement, les Mad Max ont cette particularité d'avoir quasiment aucun lien entre eux. Presque comme s'il s'agissait d'œuvres à part entière. Le premier, bien que ses thématiques violentes et la grosse mécanique soient déjà présents, est dépourvu de cet univers post-apocalyptique qui viendra avec les suivants. The Road Warrior va poser les bases et les règles de cet univers, là où, au-delà du dôme du tonnerre, va presque le rendre enfantin. Et Fury Road va, à mon sens, sublimer ce qui a été fait dans les 3 premiers. Au niveau de la cohésion de l'univers, les wagons sont raccrochés par très peu d'éléments. Là où les connecteurs entre le premier et le deuxième film sont les flashbacks rappelant son passé et sa famille décédée, et entre le 2 et le 3 par le fait qu'il lui manque l'Interceptor, qu'il récupère étrangement au début de Fury Road. Mad Max est un univers cruel et poisseux où l'homme est un loup pour l'homme. Les aigles de la route sont des monstres au visage d'homme, et les soldats de Tumulus sont des hommes revenus à l'âge de pierre, pour paraphraser le film. Le troisième nous présente un ramassis de Romains irradiés, et le quatrième une horde de l'horreur très bien organisée. Dans presque tous les films, on peut voir les pans sombres de l'humanité, fanatiques et brûlés par la guerre nucléaire. Chaque crime est généralement une horreur à observer, principalement avec le plan de la chaussure et du ballon sur la route. Si on parle des chefs de meute, les plus marquants resteront le chirurgien et Immortan Joe. En même temps, c'est les mêmes gars. L'un est assez simple et effrayant, par son imprévisibilité et sa folie. L'autre est un chef de guerre, esthétiquement et thématiquement bluffant. Il est vrai qu'on peut dire que Mad Max Fury Road est le meilleur de tous, de par sa photographie, son ambiance, sa musique. Mais il ne faut pas oublier que le premier et le deuxième sont une grande source d'inspiration. Par exemple, le deuxième a inspiré le manga Hokuto no Ken, avec son univers post-apo et ses biker punk. De même, Fury Road doit beaucoup au second film, de par sa construction et ses scènes d'action. Par exemple, avec la course-poursuite en camion. Au final, Mad Max a une atmosphère violente et une esthétique culte, avec une thématique hermétique à elle-même. Cependant, dans les 4 films, le Conan trempé au gasoil fait face à la décadence humaine, un retour à l'état nature, où seul le guerrier de la route continue son chemin sur le bitume brûlant, hanté par les fantômes de son passé, nous laissant dans une continuité anarchique. Brian May est un pianiste arrangeur son de la télé australienne, qui a notamment travaillé sur Mad Max et Coma en 1978. Fait étonnant, mais la saga présente des erreurs entre les animaux que l'on voit et ceux que l'on entend. Pour ce qui est de la musique, on fait face à une mélodie d'ambiance peu marquante, avec des thèmes très courts qui soulignent l'image. Grâce à un orchestre avec des cordes, un très large pupitre de cuivre et des percussions, mettant de côté les vents, se composant d'un saxophone et d'un piccolo, nous présentons un monde sur le déclin où la folie humaine grandit de plus en plus. Brian May garde la forme mais avec une augmentation de budget. Alors que Mad Max avait des cuivres irréguliers, très atonaux et difficiles à jouer, Mad Max 2 a lui eu droit à des basses profondes et des violoncelles. Rupture cette marquée, mais cohérente avec le premier film. Les principales différences se ressentent avec le changement d'instrument. En effet, l'incorporation d'un violoncelle et de motifs courts non mélodiques s'unifie pour mieux coller à l'univers mis en place ici. Détonne grandement du premier opus, un monde dans lequel a grandi la folie, et où le contrôle des ressources pétrolières permet de survivre et assure la pérennité du pouvoir. La musique de Mad Max 3 a été confiée à Maurice Jarre et à l'Orchestre Philharmonique Royal de Londres. Michel Jarre est un grand nom de l'époque dans le domaine des musiques de films, avec Leto d'Alfred Hitchcock, Les Professionnels, Firefox l'âme absolue avec Clint Eastwood, et même chez Disney avec L'île sur le toit du monde. À ce grand monsieur s'ajoute Tina Turner, la reine du rock'n'roll, s'est attelée à la musique phare du film We Don't Need Another Hero. Musique vitrine du film, mais qui, surprise, apparaît à la toute fin au début du générique. Elle appuie le côté unique de Max, qui le place comme seul héros valable de cet univers post-apocalyptique. Le Dôme du Tonnerre est pour ainsi dire le seul film qui centre son propos sur l'espoir d'un avenir meilleur. Par le biais d'un père endeuillé, qui va mettre tout en œuvre pour que des enfants qu'il ne connaît même pas puissent avoir un avenir meilleur. La musique de Tina est donc parfaite pour cela, avec une voix qui nous affirme qu'il est l'homme de la situation. Rupture avec les 2 premiers opus, qui ne présentaient que des thèmes musicaux, représentant d'un monde anéanti par la folie humaine et l'amenuisement des ressources. Le reboot suite Mad Max Fury Road est la plus grosse rupture de la saga. En effet, arrivé 30 ans après le précédent Mad Max, ce film se devait de réinventer ses codes. Et musicalement, le choix s'est porté sur un nom qui se fait de plus en plus incontournable dans le cinéma. Il a travaillé sur Matrix Reloaded,
et Révolution, The Amazing Spider-Man, Godzilla vs Kong, Justice League, Batman vs Superman, Deadpool, Alita Battle Angel, Army of the Dead, Sonic 2, Terminator Dark Fate et beaucoup d'autres. Janky XL, ou Tom Holkenborg, est un musicien et compositeur néerlandais. Sa contribution à Mad Max Fury Road se fait par une BO grandiose, qui n'a eu d'autre choix que de rompre avec les codes du reste de la saga. Première bande originale électro, la musique se doit d'égaler la photographie et le côté spectaculaire de l'image. Et pour ce faire, les thèmes pleuvent sans qu'on s'en lasse. Le thème qui marquera le plus sera Brother in Arms. Une musique de poursuite pour ce road movie où la folie d'Immortan Joe poursuit notre héros. Max qui se voit contraint d'escorter Furiosa et les femmes d'Immortan, qu'il considère comme ses possessions, à travers un désert en vue d'un avenir où la vie reprendra le pas sur la folie. Un thème agressif électronique à la guitare et une basse quasi militaire. Poursuit et persécute un thème mélodique représentant l'espoir d'un monde nouveau, personnifié par de jeunes femmes mettant au monde une nouvelle génération. Max peut lui se retrouver métaphoriquement dans les percussions, car il se retrouve systématiquement entre le thème mélodique et le thème électronique. Preuve d'une opposition du héros qui se bat pour qu'un nouveau monde ait la chance de voir le jour. Janky XL accorde ses thèmes aux personnages, à ce qu'ils représentent, même aux actions en cours. L'eau, qui est une ressource vitale dans ce monde post-apocalyptique, se voit gratifiée d'un thème, de même que la tempête de sable. Événements qui prennent musicalement place devant nous. Ce sont toutes ces histoires et symboliques musicales qui font de cette bande originale une pépite d'émotion et de virtuosité, qui ne pourra vous laisser indifférent. Ce n'est pas sans douleur que se sera fait l'écriture de cet épisode. Pensant pour ma part découvrir une saga riche et un univers bien développé, je me suis retrouvé face à une histoire qui se répète encore et encore. Mais n'est-ce pas la volonté de la saga? Comme précisé plus haut, Fury Road se voit plus comme un reboot que comme une suite. C'est donc de là que viennent les plus grosses différences et incohérences dans l'univers. On va donc se concentrer sur la première trilogie avant d'aborder Fury Road. Et encore de ce niveau-là, il n'y a pas grand chose à dire. La trilogie reste cohérente avec elle-même. À part la réutilisation d'un acteur entre le guerrier de la route et le Doom du tonnerre, qui se remarque à peine vu qu'il s'agit d'un personnage secondaire, et bah il n'y a pas grand chose. L'univers est bien construit, la saga se suit, franchement, rien à redire. Non, même si les films sont un peu longués et mous parfois, vu que c'est des vieux films, bah c'est une bonne suite. C'est une bonne saga sans défaut, jusqu'à Fury Road. Comme je viens de le dire, le dernier film laisse à désirer car il nous fait poser beaucoup de questions, mais beaucoup trop de questions. N'ayant pas vraiment de timeline prédéfinie, quand on voit Max au début du film avec l'Interceptor, on pourrait se dire que ces événements se déroulent entre le premier et le deuxième film. Mais même là ça pêche parce qu'il la perd très rapidement et il ne la récupère pas à la fin du film. Deuxième point négatif dans Fury Road, c'est que Max est tenté par les fantômes de son passé. Aucun des acteurs montrés, en tout cas aucun des acteurs choisis pour illustrer les personnages de son passé, ne font référence à des personnages qu'on a vus dans la trilogie. Ne serait-ce qu'avec l'enfant, cette petite fille. Qui est-elle? D'où vient-elle? On ne sait pas. Ce ne peut pas être son fils, qui était beaucoup trop jeune au moment de sa mort. Au pire, l'un des enfants du 2, et même là j'ai un doute parce qu'il ne s'était pas rapproché assez d'un de ses personnages pour que ça ait un rapport. Et pareil pour le 3. Donc, est-ce que c'est réellement le Max que l'on connaît? On se retrouve avec seulement deux possibilités qui s'offrent à nous. Soit il reste des pans de l'histoire de Max entre le 3 et Fury Road qui ne sont pas encore été racontés, soit il s'agit d'un Max totalement différent. Et dans ce cas-là, Fury Road est vraiment un total reboot, juste on connaît un peu Max, mais vraiment un tout petit peu. Et encore, même cette deuxième possibilité, elle n'est pas vraiment à choisir parce que il a la même voiture, on lui met la même tenue, il a quasiment le même caractère. Donc finalement, est-ce que l'anarchie provoquée par ces incohérences n'est pas en quelque sorte à l'image de la saga elle-même? Car oui, une fois que les ressources primaires nécessaires à la survie disparaissent, l'homme retourne à un état de nature, à l'état sauvage, laissant que des brutes, gérant des groupes de sauvages, et laissant donc ces soldats, ces chiens de guerre, attaquer
et même tuer les personnes dans le besoin. La première trilogie se concentre donc sur les pénuries des énergies fossiles et du pétrole, alors que Fury Road nous ouvre une voie sur les pénuries d'eau et de nourriture, la faim et la soif, éléments aussi importants pour notre survie. On attend de voir ce que va nous donner Furiosa. Est-ce que ça va développer dans ce sens et du coup avoir une nouvelle saga ne parlant plus principalement du pétrole, car comme on peut le constater dans Fury Road, le pétrole n'a plus l'air d'être une si grosse ressource rare. Il y a Pétroville qui font du pétrole et ils marchandent. Mais l'eau, denrée rare, est gardée par les plus puissants. On verra ce que ça donne. Mais en attendant, dans tout ça, est-ce que du coup la continuité est respectée dans toute la saga? Eh bien, malgré le fait que Fury Road n'entre pas réellement à la suite du Dôme du Tonnerre, enfin pour l'instant, on verra donc encore une fois avec Furiosa, eh bien c'est totalement respecté. La première trilogie est fidèle à elle-même, on suit le même personnage, il n'y a rien d'incohérent dans son histoire, il poursuit sa route seul, comme on l'a précisé, même si Fury Road se passe peut-être, on va dire, une dizaine d'années plus tard, Max a peut-être vécu des événements qui fait qu'on ne connaît pas les personnes de ses flashbacks. Donc pour moi, pour nous, la continuité est respectée, et donc oui, c'est une bonne saga, cohérente. Bon, pour la prochaine vidéo, vu que celle-ci a été compliquée à faire, on va retourner sur un truc un peu plus simple, un peu plus posé. Donc échangeons notre blouson de cuir imbibé de sans-plomb avec une tenue plus légère de la saga suivante. Du casino au couvent, cette sœur au cœur vibrant, de robe vêtue pour un départ en beauté, sa singularité entraîne les communautés.